Bonsoir Charles de Courson. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes mon invité dans un instant, rapporteur général du budget. On va revenir avec vous sur ces impôts des plus fortunés qui pourraient augmenter, où trouver de nouvelles recettes et surtout où tailler dans les dépenses. L'invitation de Maïté Frémont, interview juste après. Si on vous invite, Charles de Courson, c'est parce que vous êtes la figure de ce début de saison parlementaire. Vous, le rapporteur général du budget, le très connu moine soldat de l'Assemblée, vous voilà désormais chevalier blanc. D'abord à Bercy, puis à Matignon pour réclamer ces lettres de plafond attendues depuis cet été. On demande quelque chose, on nous le donne, point. À la sortie, quelques documents, mais pas tous. Pour en savoir plus sur le programme budgétaire de ce gouvernement, peut-être même avez-vous dû faire comme tous les Français. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir Monsieur Delahousse. Merci d'être avec nous. Vous installer devant la télévision. Je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation. Je ne vais pas Taxer les exclure. plus riches. Taxer les riches, Michel Barnier a avancé aussi quelques autres pistes pour enrayer les déficits. Un gel des barèmes de l'impôt sur le revenu, la révision de la flat tax, ce prélèvement forfaitaire pour tous les revenus du capital, ou encore une surtaxe sur l'impôt des entreprises les plus riches. La feuille de route du nouveau gouvernement semble donc se dessiner. Peut-être obtiendrez-vous plus d'éléments demain, Charles de Courson, en auditionnant Laurent Saint-Martin, nouveau ministre du Budget. Et rebonsoir Charles de Courson. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCP. Alors c'est sans doute l'un des budgets les plus difficiles à faire voter au vu des rapports de force à l'Assemblée. Est-ce que c'est pour ça, au fond, que vous avez refusé d'entrer au gouvernement? Oui, parce que ça fait 31 ans que je suis à la Commission des Finances et je n'ai cessé de dire que les finances publiques étaient mal gérées dans ce pays et qu'il fallait les redresser. Donc je n'ai pas changé de discours. Mais la mission est impossible pour Michel Barnier? Pour redresser les finances publiques, il faut du temps, il faut une majorité stable. On n'a ni l'un ni l'autre. Donc je ne vois pas comment on peut redresser les finances publiques dans la situation politique et d'absence de perspective, puisque je rappelle qu'il n'y a pas simplement les échéances, théoriquement dans 5 ans, des élections législatives, mais il y a surtout les échéances municipales de mars 2026 et surtout la présidentielle de 2027 qui entraînera de nouveau des élections législatives. Donc quoi, ce gouvernement n'a aucune chance de survie? Vous lui donnez combien de temps? Au moins jusqu'au budget? Écoutez, tout le monde connaît la réponse. C'est fonction de la décision du Rassemblement national. C'est très simple. Est-ce qu'il faudrait d'ailleurs que des mesures qui tiennent compte du programme du Rassemblement national en matière budgétaire, je pense au pouvoir d'achat notamment, elle demande la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Marine Le Pen, faut-il l'entendre? Écoutez, il faut toujours écouter tout le monde. Mais il y a un moment, si vous voulez, où le problème, il est de réduire la dépense avant de parler de l'augmentation des recettes. J'ai toujours dit que le redressement des finances publiques passait par une réduction de l'ordre de 15 à 20 milliards chaque année pendant 5 ans, pas pendant 1 an ou 2 ans. Et un certain nombre de mesures, quelques milliards, des mesures en recettes, des mesures de justice fiscale. J'ai d'ailleurs remarqué que dans son interview, le Premier ministre a repris ce concept de justice fiscale que j'avais essayé de lui vendre lundi dernier. Donc, vous avez rencontré pour lui dire non, si j'ai bien compris, à la proposition d'entrer dans son équipe gouvernementale, mais vous partagez le diagnostic, il faut plus de justice fiscale. Quels impôts des riches faut-il augmenter? Si vous le voulez bien, on va prendre les pistes sur la table. Un gel des barèmes de l'impôt sur le revenu? Bonne ou mauvaise idée? Ce n'est pas une bonne idée, puisque si vous gelez l'indexation des tranches, qui sont indexées normalement sur l'indice des prix à la consommation, vous allez faire entrer dans le barème des gens qui n'y sont pas. La discussion, elle pourrait être de geler les seuils pour les 2 dernières tranches. Ça, on pourrait en discuter, mais certainement pas toutes les tranches. La révision de la flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique sur tous les revenus du capital qui est aujourd'hui à 30%, est-ce qu'il faut le fixer un peu plus haut? Oui, y compris dans l'ex-majorité, si vous voulez, il y a eu une initiative pour augmenter de 1 à 2 points. Mais ne nous faisons aucune illusion. Augmenter de 1 à 2 points, ça vous fait quelques centaines de millions. Ça ne suffira pas? Pas du tout. Alors, combien de milliards on peut trouver et sur quel
plus fortunés, pour reprendre l'expression de Michel Barnier? Non, mais si vous voulez faire contribuer dans un effort de solidarité nationale de gens, il faudra déjà d'ailleurs définir qu'est-ce qu'un riche. Alors dites-nous, pour le rapporteur général du budget, à partir de combien on Coluche, peut augmenter l'impôt qui avec beaucoup d'humour définissait les riches de la façon suivante, c'est celui qui gagne plus que moi. Donc si vous voulez, si on part comme ça, on pourrait demander à M. Hollande, pour lui c'est les gens qui gagnent plus de 4 000 €. Excusez-moi, tout ça n'est pas sérieux. Mais si on parle on des doit très, faire très des hauts mesures revenus de solidarité, c'est sur les quelques pourcents les plus fortunés et ou ayant des revenus les plus élevés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le patrimoine, c'est une chose, les revenus, c'en est une autre. Donc, vous voyez, mais de faire un effort pour montrer que ces couches sociales très élevées participent à l'effort de redressement de la France. Et pour les entreprises, on connaît la politique de l'offre, qui a baissé le coût du travail, les charges sociales. Est-ce qu'il faut revenir sur ces exonérations de charges, par exemple sur les bas salaires ? Les charges sociales, pas sur les bas salaires. Le problème, c'est que les exonérations de charges sociales coûtent 76 milliards actuellement au budget de l'État. Énorme. Il les compense à la sécurité sociale. On a trop baissé les charges des entreprises ? Parmi ces exonérations, certaines vont jusqu'à 3,5 SMIC. Alors 3,5 SMIC, comme le SMIC est à, je simplifie, 1 700, on est à 6 000 € bruts par mois. Donc mais ça, quels sont les Français qui gagnent ? Il faut revenir dessus. Bon, et donc là, on peut descendre de 3,5, de descendre progressivement. Plusieurs rapports parlementaires, d'ailleurs, l'ont préconisé. Donc on peut faire des économies là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il faut protéger les PME, les petites et moyennes entreprises, vous voyez, et que si on doit faire quelques mesures, comme pour les ménages, c'est de concentrer ça sur des grandes entreprises, de ne pas faire ça sur des petites et moyennes entreprises. Donc on parlerait du CAC 40, des entreprises qui font oui, il faut voir les gros critères. profits. Mais là encore, toutes ces mesures, si vous voulez, ne résoudront pas le problème de fond. C'est qu'on a 160 milliards de déficit prévisionnel cette année et qu'il faut le ramener, toutes choses égales par ailleurs, autour de 80. Alors vous allez me parler des dépenses, c'est bien ça ? Alors vous avez vu le fameux document tiré à part, c'est-à-dire la potion amère qui attend chaque ministère en baisse de dépenses. D'abord, qui est le plus impacté ? Qui on a le plus sacrifié dans les politiques publiques ? Se tirer à part, l'inconvénient, c'est qu'on n'explique pas, ministère par ministère, quelles sont les mesures nouvelles et quelles sont les économies. Voilà, on apprend par des articles de presse, par-ci, par-là, des bouts. Mais puisque vous savez que nous n'avons toujours pas obtenu les lettres plafond des ministères pour expliciter quelles sont les mesures. J'ai redit au jeune ministre du Budget, M. Saint-Martin, qu'il immédiatement nous les transmette, qu'on puisse commencer à travailler avec les rapporteurs spéciaux et chacun dans leur ministère, comment s'expliquent ces variations à la hausse ou à la baisse. Vous l'avez dit, le Parlement et l'Assemblée n'ont pas été respectés, notamment sur le budget. Il est peut-être pas trop tard. Pour bien comprendre la recette, Charles de Courson, c'est quand même inédit que le rapporteur général du budget ne soit pas de la même famille politique, de la même couleur politique que le gouvernement qui va présenter son budget. Vous les trouvez où, vous, les dépenses ? Non, mais sur ce premier point, vous faites l'observation que le rapporteur général du budget appartient à un groupe qui s'est déclaré dans une opposition constructive, certes, mais dans l'opposition. Le groupe Lyotte, Mais je dis toujours à ceux qui expliquent que ce poste devait revenir à la majorité, mais quelle majorité ? Ils sont minoritaires, ils se déclarent majoritaires. Je dis, mais alors c'est la majorité relative la plus importante du fait des alliances dans l'hémicycle entre la droite et les macronistes. Mais absolument pas. Quand ceci est arrivé, il n'y avait pas d'alliance avec les Républicains. Post-législative. Voilà. Et donc c'était la gauche qui était supérieure. Vous voyez, on utilise les règles ou les traditions. Pourquoi traditionnellement le rapporteur général était membre de la majorité? C'est évident, parce qu'il y avait des majorités. Il n'y a pas de majorité. Donc quand vous dites opposition constructive, ça veut dire quoi sur le budget concrètement? Qu'est-ce que vous allez essayer de proposer comme rapporteur, notamment sur les dépenses? Nous sommes conscients qu'il faut redresser les finances de ce pays. Nous disons simplement qu'il faut faire des économies justes. Et si quelques mesures sur les recettes doivent être prises, aussi de la justice fiscale. Idée qu'a reprise d'ailleurs le Premier ministre, je suppose un peu dans
dans la ligne de l'entretien que j'avais eu avec lui il y a une semaine, voilà, où j'avais refusé d'entrer au gouvernement. Et il y a la patte Courson dans ce budget. Alors, attendez, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il a repris l'expression justice fiscale. Voilà, non, pour le moment, il n'y en a pas, puisqu'il hérite de lettres plafond, ce n'est pas les siennes, c'est celles de M. Attal, qui les a signées, alors qu'il était là pour expédier les affaires courantes. C'est un peu curieux, d'ailleurs, vous voyez, d'avoir signé cela. On sait quelques morceaux. Par exemple, sur le contrat d'apprentissage, l'idée, c'est de dire on supprime l'éligibilité au contrat d'apprentissage les jeunes qui ont une formation au niveau 6 et 7. Donc on est allé un peu trop loin. Aujourd'hui, on regarde... Tout le monde en bénéficie. Alors, vous voyez, des écoles de commerce, franchement... On peut trouver de l'argent sur le financement par l'État de l'apprentissage. Juste pour bien comprendre... C'est un exemple parmi bien d'autres. Il y a aussi des propositions à faire sur... les exonérations de cotisations sociales. Je vous parlais tout à l'heure, on va jusqu'à 3,5 Vous l'avez dit. Non, il faut les réduire et concentrer ça sur les bas salaires. C'est ma dernière question sur le calendrier. On sait qu'il est contraint par la Constitution, ce débat budgétaire. Vous avez les garanties que ce projet de loi de finances sera déposé à l'Assemblée le 9 octobre? Alors, la Tribune dit que le Palais Bourbon regarde une hypothèse du 20 octobre. Non, ceux-ci, je ne sais pas où ils sont allés chercher cela. À mon avis, ils ont cherché ça simplement puisque la Constitution dit qu'on a 70 jours pour voter. Jusqu'au 31 décembre. Alors, si vous déduisez par rapport au 31 décembre, ils ont oublié un petit détail, c'est qu'il y a le Conseil constitutionnel, vous rajoutez 5 jours, et ils ont oublié que la loi organique prévoit que c'est le premier mardi d'octobre. Vous l'aurez le 9, donc ce projet de loi, c'est tard, c'est trop tard ? Mais c'est extrêmement tard, puisque nous l'avons dit ce matin, et plusieurs présidents de commission sont intervenus, sur la procédure. Parce que si on continue comme cela le 9, ça veut dire que la commission des finances devrait examiner la première partie, c'est-à-dire les recettes, 4 jours plus tard. Voilà. C'est pas possible. Vous voyez ? Donc on voit bien qu'en jouant avec les délais constitutionnels, tant de la Constitution proprement dit que la loi organique, on se met dans une situation de plus en plus dangereuse, avec le risque d'un blocage. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à examiner, c'est déjà arrivé dans d'autres textes, les amendements dans les délais constitutionnels. On verra ça, on suit ça sur LCP au jour le jour, si j'ose dire. Merci de nous avoir accordé cet entretien et on verra sur ce calendrier s'il est respecté ou pas, Monsieur de Courson.